Alors, rebonjour, c'était vraiment une toute petite pause. Nous sommes de retour. Bienvenue, bon matin, 9 h du matin ici à Montréal Connect. Mon nom est Armand Afkami de la société Kelvin Zero. J'espère que vous allez bien. Hello, good morning. It is Thursday, 9 a.m. We are at our third day of programming here at MTL Connect, Montreal's Digital Week. My name is Armand Afkami from Kelvin Zero. Honor to be here with you today for the last day of programming. Plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour cette dernière journée de programmation où nous allons traiter d'éducation et travail de demain, ainsi que la résilience et ville du futur. Ce sont les deux thématiques du jour. Avant de débuter, j'aimerais tout de suite saluer nos partenaires majeurs, dont le gouvernement du Québec et la ville de Montréal, sans qui nous ne serions pas capables d'avoir un événement aussi riche en programmation tel que MTL Connect. Alors, merci à nos partenaires et merci également à tous les autres partenaires qui aident à faire vivre cet événement, notamment l'édifice, les locaux des 7 doigts de la main que je trouve fantastiques. Merci d'être ici déjà en présentiel. C'est plaisant de voir des humains. Bonjour! Hein? Vous êtes vraiment là? Ce n'est pas des écrans dans un Zoom. Allô? Bonjour! Ah, ça répond. OK, ça fait des allos. Bonjour! Yeah, j'aime ça. On a des questions, réponses et une vraie interaction. Mais c'est aussi ça, MTL Connect, c'est de motiver des connexions, c'est de mousser ces connexions-là et de voir le côté humain du numérique. Alors, c'est ça. J'aimerais tout de suite inviter notre première conférencière de la journée qui va nous parler des femmes en TI et des vraies bonnes pratiques et dispositifs inclusifs. Alors, elle est professeure à la section des sciences de l'éducation de l'Université de Genève. Accueillons Isabelle Collet. Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est un plaisir d'être ici à Montréal avec vous. Merci beaucoup à MTL Connect pour cette invitation et qui me permet en plus de visiter ce très très beau bâtiment des 7 doigts dans le cadre de ce fantastique événement. Alors, je viens vous parler femmes dans le numérique. Alors, pourquoi je peux vous parler de femmes dans le numérique? Eh bien déjà parce que j'étais une femme dans le numérique, j'étais informaticienne de formation initiale. Je dois être à peu près la seule personne à avoir trouvé du travail en sociologie et pas en informatique. Normalement, ne faites pas ça, c'est l'inverse. Je travaille depuis une vingtaine d'années sur ces questions et je ne vous cache pas qu'il y a 20 ans, ça intéressait absolument personne. Je suis absolument ravie de maintenant trouver un écho de mes travaux à la fois dans l'université et dans le monde de l'entreprise. Alors, comme vous êtes là en vrai et pas en Zoom, et que c'est tôt le matin et que peut-être vous avez un peu de mal avec votre café, je vais vous faire un peu participer pour la première étape. Alors, quand je viens à parler de femmes dans le numérique, bon, il y a des chiffres qui permettent de constater qu'effectivement on n'a pas la parité, on y reviendra tout à l'heure, mais assez souvent on me dit « ouais, enfin bon, moi de toute façon, homme-femme, je ne fais pas de différence, et puis de toute façon maintenant, homme-femme, c'est dépassé, on est fluide, on est entre les normes, ça n'a plus vraiment de sens, c'est plus le sujet. Je ne vois pas pourquoi ça me concerne. Ok. Alors je vous propose un petit jeu pour voir si c'est vraiment totalement dépassé. Regardez la personne qui se trouve à côté de vous, ou derrière vous. Comment est-ce que vous savez que la personne qui se trouve à côté de vous est un homme ou une femme? Alors vous regardez, vous faites votre évaluation, ça y est, vous avez trouvé? Ok, alors si vous avez trouvé, allez-y, dites-moi, j'attends vos propositions. Comment vous avez fait? Allez-y, allez-y. Pardon? Oui, mais là, vous avez triché parce que vous le connaissez. Si vous ne le connaissiez pas. Vous avez triché. Oui. Alors, soyez précis, ces aspects physiques, vous voulez dire par là? Voilà, la taille des cheveux, le choix des vêtements. Alors, on est bien d'accord, c'est pas complètement déterminant. Et puis, ça se trouve, vous vous êtes trompé. Mais, en gros, actuellement, statistiquement, quand on voit une personne avec des cheveux longs,
c'est probablement une femme, c'est pas sûr, mais c'est probablement... En tout cas, c'est moins probablement un homme. Et puis les vêtements, vous voyez, même si aujourd'hui je suis en veste et pantalon, la coupe de ma veste, la coupe de mon pantalon, c'est pas des coupes que l'on trouve dans les vêtements d'hommes. Ok, d'autres indices? Ouais. Alors voilà, ça c'est pratique. Voilà, la barbe, c'est un truc pas mal fiable. Une fois on m'a dit ma voisine est enceinte. Ouais, ça aussi c'était cool, ça permet d'avoir une assez bonne idée. Bon, on est d'accord, tous les hommes n'ont pas de barbe. Il y a même certaines populations où les hommes sont à peu près imberbes, mais quand on voit une barbe, on se dit, à gros à parier, c'est un homme. Autre indice? Voilà, on aurait pu citer un certain nombre d'autres indices culturels, des bijoux, du maquillage, etc. Alors, on est d'accord, hein, les hommes ont le droit de faire, les femmes ont le droit, mais d'ordinaire, statistiquement, c'est pas le cas. Alors, il y a un indice qui marche super bien, c'est si on pouvait se voir nus les uns les autres, globalement, on arrivera à avoir une idée assez claire, mais on est bien d'accord que dans l'échange social habituel, ça se fait pas. Donc, on est obligé de s'en sentir autrement. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça peut faire? Pourquoi est-ce qu'on fait cette évaluation? Cette évaluation, on l'a fait de manière involontaire et quasiment immédiate. On est tous des experts et des expertes dans cette évaluation. Et quand on rencontre quelqu'un qui est entre deux, qui volontairement ou pas jette un trouble, eh ben ça nous perturbe. On essaie de savoir. Imaginez, vous allez faire vos courses, vous passez à la caisse avec vos produits, et la personne à la caisse, vous n'êtes pas sûr, vous n'arrivez pas à savoir si c'est un homme ou une femme. En soi, ça n'a aucune importance. Vos produits vont coûter le même prix, votre interaction sera la même, et sauf si vous avez des visées matrimoniales ou reproductives avec la personne, on s'en moque. Et a priori, c'est pas ce qu'on a envie de faire tout le temps. Et bien, néanmoins, vous allez sortir du magasin en vous disant « c'est un homme ou une femme ?» Alors qu'on est d'accord, ça n'a aucune importance. Alors pourquoi on fait ça? Eh bien parce que dans notre société occidentale d'aujourd'hui, ce marqueur, nous avons le sentiment que ce marqueur est fondamental pour pouvoir entrer en relation avec la personne. Évidemment, ça va au-delà que de dire « bonjour monsieur » ou « bonjour madame », évidemment. C'est-à-dire qu'on va convoquer ce qu'on a l'impression qu'on sait sur les hommes ou sur les femmes, et on a le sentiment, complètement involontairement, que ça va nous aider à entrer en interaction. Évidemment, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire, toutes les femmes ne sont pas identiques, tous les hommes ne sont pas identiques, et puis en plus, on fait des paris. Rien ne prouve que la personne qu'on a identifiée femme soit biologiquement du sexe féminin, et quand bien même, qu'est-ce que ça voudrait dire? Néanmoins, cette évaluation, on la fait sans arrêt, et si on croit qu'on a besoin de la faire sans arrêt, c'est parce qu'on pense que ça va nous aider à entrer en relation. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'involontairement, on va aller convoquer tout un tas de stéréotypes qu'on connaît sur les hommes et sur les femmes. Certains, on va savoir que c'est des stéréotypes, d'autres, on n'est pas sûr, et on pense que ça va nous aider. Donc c'est pour ça que quand, en entreprise, en formation, on dit « non mais moi, embaucher un homme ou une femme, avoir un étudiant ou une étudiante, tout ça, ça sert à rien, c'est pas pertinent pour moi », ouais, dans la théorie, j'entends. Dans le concret, ça marche pas réellement comme ça. Et alors, ça donne quoi? Revenons au monde du numérique. Alors, je suis allée voir un peu la situation au Québec. Elle n'a rien d'extraordinaire par rapport à d'autres pays occidentaux. Bon, les femmes, dans le numérique, il faut une loupe pour les trouver. 19% d'étudiantes au baccalauréat, 25% à la maîtrise, 24% de doctorants, c'est pas si mal, mais après, il faudra voir dans le détail. Parce qu'après, quand on lit 25% des travailleurs et travailleuses du secteur du numérique, alors le secteur, c'est déjà pas tout à fait les métiers. Alors après, on nous dit 19% des travailleurs et travailleuses des métiers technologiques. Bon, là, on peut penser que c'est davantage des métiers réellement techniques. 20% des cadres dans le secteur. On n'est pas sûr que les personnes soient sur des fonctions techniques. C'est un peu le problème avec les chiffres. On ne sait pas exactement ce que font ces personnes dans le domaine du numérique. C'est pour ça que je vais vous montrer des chiffres pour la France qui montrent bien c'est quoi ces histoires d'écart. Bon, en France, on dit
en gros, qu'il y a 33% de femmes dans le secteur du numérique, mais quand on regarde cette tranche de 33%, en fait, il n'y en a que 16% qui occupent vraiment des fonctions techniques. Le reste de ces 33%, c'est des fonctions de support, du marketing produit, des RH, etc. Donc quand on a des chiffres comme ça sur la part des femmes dans le numérique, la première chose qu'il faut se demander, c'est on parle des métiers du numérique en général ou on parle bien de la tech? Est-ce qu'on est sur les fonctions support ou est-ce qu'on est sur la technique? Alors, venons-en à une première idée reçue. Cette idée reçue qu'on est sur un progrès permanent, c'est-à-dire que le passé est bien plus inégalitaire que le futur, et que nous allons vers un monde qui serait spontanément plus égalitaire. Avec cette idée, vous voyez que le présent occidental serait le moment le plus égalitaire entre les hommes et les femmes qu'il y ait jamais eu. Bon. Donc on arrive à cette idée reçue, puisqu'aujourd'hui il y a si peu de femmes dans la tech, ça veut dire qu'avant, il y en avait encore moins. Et c'est même pas la peine d'aller les chercher, parce que si aujourd'hui il y en a si peu, j'ai un problème de micro. Ouais, c'est peut-être... sur le... Bon, je crachotais dans le micro, on va voir que ça se passe mieux comme ça. Donc aujourd'hui, comme il n'y a pas de femmes aujourd'hui, on n'a jamais eu. Alors en fait, figurez-vous que des femmes dans le numérique, au début, il y en avait même un certain nombre, c'est-à-dire qu'il y en avait dans le domaine de la programmation. Alors la première personne à avoir écrit un algorithme, c'est une jeune femme qui s'appelle Ada Lovelace. Elle a écrit un algorithme sur une machine mécanique en Angleterre au milieu du 19e siècle, 1848. C'est elle qui a inventé le principe de la boucle, ce qui dans le domaine de la programmation, c'est quand même pas rien. La personne à avoir inventé la compilation, c'est une femme, c'est Grace Hopper, et elle a inventé la compilation qui a permis de compiler le langage COBOL. Et à cette époque des pionniers et pionnières de l'informatique, là je vous montre sur une image les programmeuses de l'ENIAC, qui étaient 6 femmes qui programmaient cette espèce de monstrueux ordinateur qui s'appelait l'ENIAC. Alors quand on montre cette image, parfois les gens disent c'est des opératrices du téléphone, c'est des ouvrières en quelque sorte. Tellement ça semble improbable que ça puisse être des informaticiennes, mais en fait c'était des mathématiciennes, autodidactes dans le domaine de la programmation par définition, parce qu'il n'y avait pas d'autre choix, ça s'apprenait pas à l'université, qui programmaient l'ENIAC. À cette époque-là, la programmation était considérée comme sans valeur. Le prestige était dans l'ingénierie, le prestige était dans la construction des ordinateurs, et là il y avait des hommes. Et pour les programmer, pas de filière à l'université, pas de reconnaissance, des métiers assez peu payés, et c'était des femmes qui programmaient. Pensez aux termes hardware, software. Ce sont les mêmes termes que l'on emploie pour parler, en tout cas c'est ce qu'on emploie en Europe, des sciences dures et des sciences molles. Les sciences dures étant physique, sciences expérimentales, sciences naturelles, etc. Sciences molles, c'est ce que je fais maintenant, la sociologie, les sciences humaines et sociales, etc. Ces termes sont genrés parce que les métiers étaient genrés. Dans le hardware, les hommes, dans le software, les femmes. Aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens. Quand on regarde dans le software, effectivement, en programmation, il y a essentiellement des hommes. Mais si les termes étaient genrés, ça représentait bien une réalité des métiers genrés. Vous avez sur cette image Margaret Hamilton. En 1969, elle dirige l'équipe qui programme un logiciel qui permet de gérer l'atterrissage du module Apollo si jamais les astronautes font des fausses manips. Elle pose là à côté du programme écrit par elle et son équipe. Il y a un petit personnage en Lego à son effigie. C'est la première personne, pas femme, c'est la première personne à porter le titre d'ingénieur logiciel. Elle a donné en quelque sorte ses lettres de noblesse à l'ingénierie logicielle. C'est à peu près à partir de ce moment-là où le métier va se masculiniser. Donc oui, il y a eu des femmes dans la tech, il y a eu des femmes dans la programmation plus précisément, à l'époque où ça valait pas grand-chose. Alors ok, l'idée reçue numéro 2, c'est d'accord, il y en a eu et puis elles sont parties.
On ne sait pas pourquoi. Ah, on sait pourquoi. Là, vous avez de nouveau une photo de Lignac. Sur cette photo, vous voyez en arrière-plan, il y a des hommes et des femmes qui travaillent. Elles ne sont pas là pour poser sur la photo, c'était leur métier, elles programmaient Lignac. Au premier plan, vous avez un homme qui pose et qui fait semblant de programmer Lignac en uniforme. Et cette photo, elle a été recadrée de cette manière-là dans les plaquettes de l'armée américaine. Au moment de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis, pendant que les hommes servaient l'effort de guerre outre-Atlantique, il y a eu une vraie volonté d'intégrer les femmes dans toutes sortes de métiers pendant que les hommes étaient au front, y compris dans les métiers techniques, avec des discours du genre « plus rien ne s'oppose à l'arrivée des femmes dans les professions, rien ne les arrête, etc. » Mais quand les vétérans reviennent du front, faut bien qu'ils reprennent leur place. Et là, on a estimé que ces femmes techniciennes, ces mathématiciennes, ces femmes qui avaient été formées et par exemple à programmer, feraient d'excellentes profs de maths en vue du baby-boom à venir. Et donc, on les a incitées à laisser leur place aux vétérans et on a fait des plaquettes publicitaires pour les amener à s'engager dans les métiers de l'informatique qui commençaient à apparaître. Donc non, elles ne sont pas parties. On leur a prié de trouver d'autres métiers. Alors ça donne quoi ? Eh bien, ça donne cette courbe tout à fait particulière. Là, on est aux États-Unis. Vous voyez la courbe rouge ? C'est les sciences informatiques. Alors que la part des femmes augmente tranquillement dans tous les domaines scientifiques, alors vous voyez, on ne s'emballe pas, on passe pas les 100%, mais cette part des femmes augmente, y compris dans les domaines de la loi, qui était quand même un bastion masculin. Et bien vous voyez, en informatique, ce n'est pas le cas. En informatique, les années 80, c'est même un moment où les études de l'informatique sont plutôt féminisées comparées aux autres domaines. Et puis, on passe les années 2010, ça fait partie des domaines les moins féminisés. La courbe, en quelque sorte, s'écroule. Alors ça donne ça. Ça, ce sont des images du milieu de l'informatique dans les années 80. On est d'accord, ça ressemble plus tout à fait à ça. Ces espèces d'éléments qui ressemblent à une cuisine intégrée, en fait, autour d'eux, c'est l'ordinateur. Et vous avez des hommes et des femmes qui travaillent dans ces grandes administrations sur des ordinateurs. L'informatique, à cette époque, dans les années 80, s'est perçue comme étant un métier du tertiaire, les administrations, les banques, les assurances, etc. Et pour une femme scientifique, c'est vu comme étant un plutôt bon métier, en tout cas mieux que l'industrie, vous voyez, le casque, les bottes, le chantier. Non, ça c'était un métier qui semblait plus convenable. Donc un métier relativement mixte. Et puis, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe l'arrivée du micro-ordinateur. Le micro-ordinateur arrive simultanément dans les foyers et dans l'entreprise. C'est pas le même, on est bien d'accord, mais vu de loin, ça ressemble à la même machine. Alors, vous voyez maintenant deux publicités. Alors, j'en ai pour tout le monde, j'en ai pour Apple, j'en ai pour IBM. On voit cette magnifique publicité Apple avec monsieur qui gère le budget familial pendant que madame fait la vaisselle avec le sourire. Vous remarquerez dans les publicités, les femmes font toujours la vaisselle avec le sourire. Ça les épanouit. C'est incroyable. Vous avez cet homme avec une très très belle cravate de l'époque qui travaille chez IBM et qui a un ordinateur portable certes à deux mains, mais vous voyez d'où on venait. Et on a une représentation qui change complètement. C'est-à-dire que le micro-ordinateur arrive avec des représentations qui sont issues de la science-fiction, du monde des geeks ou des nerds, même si on ne connaît pas encore forcément le terme, du monde du jeu vidéo. Et il se crée une fausse continuité de représentation. Dans les foyers, ce sont d'abord les garçons qui sont occupés, parce que chaque fois qu'un nouvel objet technique arrive, c'est toujours les garçons qui sont équipés les premiers. Et on se met à imaginer que ces jeunes garçons qui ont un rapport très intense avec l'ordinateur, à l'adolescence, en plus à un moment, vous voyez, le monde des filles est un peu, est simultanément mystérieux et effrayant, que ces jeunes garçons vont former la population adulte qui va travailler sur les ordinateurs. Parce que dans l'entreprise, c'est aussi des micro-ordinateurs. Alors c'est une fausse continuité de représentation, parce qu'on ne fait pas la même chose avec les ordinateurs de jeu ou le budget familial, ça c'était quand même
le gag pour essayer de vendre des grosses machines qui faisaient honnêtement pas grand-chose si on achetait ça pour faire le budget familial. Mais non, c'est pas pour ça qu'on l'achetait en réalité, c'est parce que ça faisait rêver. C'est que ça faisait rêver dans des fantasmes et dans un univers de geeks ou de nerds. Et quand on est à cette époque-là, on est dans les années 80, parents, conseillers ou conseillères d'orientation, enseignants, enseignantes, ou jeunes adolescents, adolescentes, on s'oriente d'abord sur les représentations, parce que le métier, on le connaît très peu. Et dans ces années-là, les représentations du métier se transforment. C'est plus un métier du tertiaire technique, c'est un métier de geek. Et simultanément, il y a des discours très institutionnels très forts qui disent l'informatique c'est l'avenir, c'est l'emploi assuré, il faut que le pays entre dans le 21e siècle avec une jeunesse formée à la programmation. Et les hommes arrivent massivement dans les études d'informatique qui s'ouvrent de plus en plus avec des filières d'études qui s'élargissent. Et comme ce sont les universités de sciences qui accueillent ces nouvelles formations, ce sont essentiellement des garçons qui se dirigent vers ces filières. Et donc on a soudain beaucoup de jeunes hommes diplômés qui arrivent dans les entreprises et qui se mettent à remplacer ces femmes scientifiques qui étaient autodidactes, qui connaissaient le métier, qui travaillaient depuis longtemps, et soudain ils deviennent leurs chefs, ou bien ils les remplacent. Et il y a un ouvrage qui a été écrit au Royaume-Uni qui s'appelle Program Inequality, où la thèse de cette autrice, c'est de dire que le Royaume-Uni a marqué le pas, c'est-à-dire a pris du retard dans la modernité informatique et l'informatisation, justement à cause de ce remplacement et de cette disparition de femmes qui avaient ce savoir-faire et ces connaissances autodidactes avec l'arrivée dans les années 80-90 de jeunes diplômés. Et donc maintenant, on en arrive à un univers où il y a, comme je vous montrais les chiffres, allez, on va papinailler, 15%, 18%, quelque chose comme ça, c'est quand même tout petit. Alors on en arrive à une autre idée reçue, parce qu'on est dans un présent occidental, et on a tendance à penser que c'est partout pareil dans le monde. Il n'y a pas de femmes en informatique, c'est une fatalité. Si ça se trouve, c'est parce qu'elles ont un cerveau rose, vous voyez. Alors que les hommes ont un cerveau bleu, et avec leur cerveau bleu, ils font de l'informatique. Je vais vous emmener ailleurs, je vais vous sortir de l'Occident, je vous emmène en Malaisie. En Malaisie, faculté d'informatique de Kuala Lumpur, tous les responsables de département et la doyenne sont des femmes, 40% de femmes en doctorat. Penang, 65% d'étudiantes en informatique, 7 professeurs sur 10 sont des femmes, ainsi que la doyenne. L'équipe de Norvégiennes qui a fait cette étude s'est demandé, est-ce que la Malaisie serait le paradis cyberféministe qu'on n'avait pas encore découvert? Alors non, en fait, il y a un truc. Il y a effectivement beaucoup de femmes en informatique. Pourquoi sont-elles là? Les chercheuses les ont interviewées en leur demandant « Est-ce que vous trouvez que l'informatique, c'est un métier d'homme ?» Elles ont dit non, absolument pas. Pourquoi c'est pas un métier d'homme? Parce que c'est un vrai métier de femme. C'est un métier du tertiaire, ni dangereux, ni salissant, où la force physique n'est pas nécessaire, que l'on peut exercer de chez soi en gardant ses enfants ou ses parents âgés. C'est un vrai métier de femme. C'est pas faux. Effectivement, ce sont des caractéristiques qui correspondent à l'informatique et qui correspondent d'ordinaire à la représentation qu'on a d'un métier de femme. Alors évidemment, il manque quelque chose. Il manque le rapport à la technique. On est d'accord. Mais c'est vrai que toutes ces caractéristiques sont justes. Alors imaginez maintenant, pensez à un métier où on porte de lourdes charges, qui est salissant, qui est dangereux, où on travaille la nuit et les week-ends, et on a de fortes responsabilités, et c'est infirmière. C'est un vrai métier de mec. Alors effectivement, je triche encore, parce que là j'ai oublié les métiers, j'ai oublié le soin aux autres, le soin à la personne. C'est pour vous dire que finalement on reconnaît le sexe d'un métier au sexe des personnes qui l'exercent. C'est-à-dire en informatique, il y a une dimension qui est fortement genrée masculin, la technique, et ça colore l'ensemble du métier. Mais en Occident. Parce que ça s'appuie sur des représentations de guides, de hackers, des représentations de la science-fiction, du jeu vidéo intensif, ça s'appuie sur ce genre de représentation, et puis surtout, c'est un métier prestigieux, c'est un métier où il y a de bons salaires, où il y a de l'emploi, etc. C'est devenu un vrai métier masculin, je vous dis, au tournant des années 80-90. En Malaisie, ces femmes nous expliquent que pour une femme moderne,
On peut à la fois être dans la tradition en s'occupant de ses enfants et de ses parents âgés, et à la fois être dans la modernité en programmant. Et elle vous ajoute même que plus l'informatique est théorique, plus c'est féminin, parce que justement, ça permet de travailler de chez soi. Alors, on s'entend bien, c'est pas avec ces arguments que je voudrais inciter les filles à venir dans le numérique, hein, bien sûr. Mais ça veut bien dire qu'il n'y a aucune fatalité, aucun naturel à ce qu'on ait en Occident ce ratio de, en gros, 15%. Quoi. Alors, des fois, on dit, ouais, c'est parce que les femmes s'auto-censurent. Elles osent pas. Ça alors, d'où ça peut bien nous venir une idée pareille? Alors, franchement, c'est un mystère. C'est quand même pas parce que quand on est petite, on joue avec, par exemple, les Playmobil filles. Alors, vous avez là 2 boîtes, hein, vous avez compris, laquelle s'adresse plutôt à des garçons, laquelle s'adresse plutôt à des filles. C'est pas des images qui viennent du siècle précédent, hein, ce sont des images actuelles. Alors là, vous voyez d'un côté, les chevaliers dragons partent à l'attaque du château du chevalier faucon, et de l'autre côté, les nouvelles armoires ont été livrées. Il y a même des montres, des sacs et des vêtements. Nos amis arriveront-elles à s'habiller pour la fête? Rendez compte de l'aventure. Hein. Je vous présente également Barbie informaticienne. Alors on va dire pourquoi pas. Ça sort un peu Barbie de ses représentations habituelles. Bon, comme c'est Barbie, elle a un ordinateur rose, un téléphone rose, des lunettes roses. Bon, allez, soit. Bon, mais quand on lit le livre qui va avec Barbie informaticienne, on s'aperçoit qu'en fait Barbie, elle programme pas. Elle fait le design des jeux vidéo. Et puis à un moment, elle va avoir un virus sur sa clé USB, et pour le tester, elle le met dans plusieurs ordinateurs. Et heureusement, Steven va venir l'aider. Voilà, vous voyez le naturel Barbie qui revient au galop. Et puis alors, en bas, là, ça c'est la cerise sur le gâteau. Quand vous étiez enfant, je sais pas, mais vous aviez peut-être des maps-mondes avec des océans bleus et des terres marrons. Sachez que vous aviez les maps-mondes garçons. Parce que maintenant, nous avons les maps-mondes roses avec des océans roses et des terres roses foncées. Alors, c'est idiot, hein, on est d'accord. 2, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a la science générale et la science pour filles. C'est-à-dire à partir du moment où vous faites une map-ronde rose, l'autre, celle qui est normale, celle qui est générale, devient pour garçon, si vous avez la version fille. C'est-à-dire que tenter de repeindre la science en rose, soi-disant pour attirer les filles, c'est une façon de dire que la science générale, qui est évidemment ni pour garçon ni pour filles, mais en fait elle devient pour garçon, et pour les filles, on a une science plus mignonne, plus choupie, avec des licornes et des chatons, plus kawaii, plus facile, avec des paillettes, qui est la science pour filles. Et les filles peuvent faire celle-là, et uniquement celle-là, sinon on n'aurait pas inventé la science pour filles. Et donc après on se demande d'où ça vient aux femmes l'idée d'autocensure. Allez sur Google, ça je l'ai fait hier soir depuis le Québec pour être sûr. Tapez écolier ou écolière. Alors vous, je sais pas, mais moi, une écolière, c'est une petite fille qui va à l'école. Et pas une jeune femme érotisée en tenue d'écolière. Quelle image une écolière peut avoir quand elle va sur Internet et tape ce qu'elle est supposée se représenter? Alors c'est pas que Google est sexiste, hein, non, c'est pas ça que je veux dire. C'est que statistiquement, écolière, ça semble être les réponses les plus fréquentes sur Internet. Derrière un certain nombre de ces images, il y a des sites monétisés qui essaient de faire monter leurs images devant. Et puis un certain nombre de gens qui tapent écolière, c'est précisément ça qu'ils veulent voir. Mais au demeurant, a priori, écolière, c'est pas ça. Une expérience très récente, et c'est intéressant qu'elle soit très récente parce qu'on a tendance à dire « Ouais, non, maintenant c'est bon, les stéréotypes chez les petits, ça va, il n'y a plus de problème. » 400 enfants, on est à peu près sur des échantillons qui tiennent la route. On leur raconte une histoire avec une personne vraiment très intelligente. Et ensuite, on leur demande si c'est un homme ou une femme. Avant 5 ans, la distribution est aléatoire. Mais dès 6 ans, les filles sont plus nombreuses à penser que la personne très intelligente, c'est des garçons. On leur demande de choisir entre 2 jeux. L'un est pour les enfants très 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 intelligents et l'autre pour les enfants qui font beaucoup d'efforts. Avant 6 ans, c'est aléatoire. Dès 6-7 ans, début de l'école, les filles se désintéressent des jeux pour enfants très très intelligents. Dès tout petit, les enfants sont ultra compétents en stéréotypes. Alors là où je veux en venir, c'est que ce n'est pas une autocensure de la part des femmes et des filles, c'est une censure sociale. C'est-à-dire c'est une somme
d'images, de représentations, de signaux qui sont envoyés aux filles dès tout petit et juste à la fin, enfin, et tout le temps, qui expliquent aux filles que c'est pas là leur place. Et ça donne quoi? Alors ça, c'est une expérience très célèbre, enfin très célèbre là d'où je viens, je ne sais pas si vous la connaissez aussi, où on propose à des classes d'enfants qui ont une dizaine d'années, soit de faire, alors de recopier cette figure, mais soit on leur dit, on fait un test des géométries, il faut recopier cette figure, soit on leur dit, on fait un jeu de dessin, il faut recopier cette figure. Même tâche, habillage de la tâche différent. Eh bien, quand on fait un test de géométrie, les garçons réussissent mieux que les filles. Quand on fait un jeu de dessin, les filles réussissent mieux que les garçons. L'échelle n'est pas à 0, hein, c'est pas aussi grave que ça, mais les écarts sont significatifs. Et ce qui est surtout significatif, c'est l'écart entre les filles et les filles. Quand les filles pensent qu'elles font du dessin, elles réussissent nettement mieux que quand elles pensent qu'elles font de la géométrie. Là, c'est les mêmes, mais plus grands. On a pris des étudiants et des étudiantes en mathématiques. Donc, ils sont en mathématiques. Donc, a priori, l'école a validé leurs compétences en mathématiques. Des étudiants du supérieur en mathématiques. On les met dans une IRM et on leur fait résoudre des équations simples, enfin qu'on peut faire de tête, mais pas triviales. Et à un moment donné, on va dire, alors, pour l'équation suivante, les résultats des hommes et des femmes sont différents. Différents. On ne dit pas qui est meilleur. On n'a pas besoin de dire qui est meilleur, tout le monde connaît le stéréotype. Et au moment où on dit ça, les performances des femmes s'effondrent. Alors qu'avant, c'était équivalent. Et simultanément, dans le cerveau, il y a une aire cérébrale, celle qui gère les émotions négatives, qui s'allume. Elles essaient de ne pas ressentir ce qu'on est en train de leur suggérer, mais ça ne marche pas bien. Et pendant que vous êtes en train d'essayer de ne pas ressentir cette émotion négative, ben, vous ne faites pas des maths. Bon, alors on fait quoi? Alors, une fois qu'on a fait tous ces constats, plutôt que d'aller se résigner au bar et boire des bières en se disant « Mon Dieu, le monde ne changera jamais, c'est ainsi », puisqu'on a vu que dans les années 80, c'était pas ainsi, que l'espèce des femmes n'a pas muté entre les deux, normalement, on devrait pouvoir réussir à faire quelque chose. Alors, je vais vous montrer un petit schéma que vous avez peut-être vu sous diverses formes, je vais l'interpréter un peu différemment. Ça, je vais vous parler des politiques d'égalité, que ce soit à l'école ou en entreprise. Ça, parfois on vous dit que c'est l'égalité. C'est pas vrai. Ah, la preuve. C'est pas parce qu'on donne rigoureusement la même chose à des personnes parfaitement différentes qu'on a fait l'égalité. La preuve, le résultat produit, c'est pas du tout l'égalité. Par contre, pourquoi je dis que c'est l'égalité des chances? C'est parce qu'on a dit à ces 3 enfants, vous avez le droit d'aller voir le match. Bon, après, il se trouve qu'il y en a qui ne le voient pas. Mais ils ont le droit. Du temps où les écoles, et en particulier les écoles d'ingénieurs, étaient non mixtes, bah oui, forcément, il n'y a pas de filles ingénieurs, de fait. Voilà. C'est l'égalité des chances. Tout le monde a le droit. Après, est-ce que ça suffit? Ben, à l'évidence, ça ne suffit pas pour avoir l'égalité tout court. Ça, c'est l'équité. C'est-à-dire, on va mesurer la taille des inégalités et on compense. On compense, et ça marche. Effectivement, on produit une situation égalitaire. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui va vous dire « Ah, on n'a plus de budget pour les caisses. Il va falloir choisir qui est suffisamment méritant pour qu'on lui donne une caisse, et puis là, le petit, là, à droite, on va laisser tomber, quoi, c'est trop loin. » Ou bien on va vous dire « Non mais franchement, depuis le temps qu'on leur donne des caisses, ils sont toujours pas capables d'être égaux? Non mais on fait de l'assistanat, là, on n'aide personne. Au bout d'un moment, ils devraient réussir à se débrouiller. » Et vous comprenez bien que, vu la situation, si on leur enlève la caisse, ça ne marche pas. Et puis, suite à pas de caisse, là, sur le côté, il va dire « Ah, pourquoi j'ai pas de caisse? Avant, j'en avais une, c'était mieux. » Ben ouais, mais t'en as pas besoin. Ouais, mais même, c'était mieux. Oui, mais t'en as pas besoin. Ouais, mais il n'y a pas de raison, c'est pas parce qu'eux, ils ont besoin d'une caisse, je vois pas pourquoi on me l'enlève. Quand on a un ensemble de privilèges, on a du mal à voir que c'est des privilèges. On pense que c'est normal. L'exemple que je prends avec mes étudiants et mes étudiantes, c'est quelque chose qui m'est arrivé récemment. J'ai cherché un appartement. À Genève, c'est trop compliqué de trouver un appartement. Mais en tant que femme fonctionnaire de l'État de Genève, professeure, ça s'est passé assez vite. Alors, de deux choses l'une, où je pense que j'ai des super compétences en recherche d'appartement,
où je comprends que j'ai des privilèges. Ce que je veux dire par là, c'est que je n'ai pas volontairement opprimé toutes les personnes moins riches que moi, moins établies que moi, ou éventuellement toutes les personnes racisées, parce que je comprends bien aussi que le fait d'être blanche, ça m'a considérablement aidé. Mais si je crois que c'est uniquement mes compétences pour trouver un appartement, je me trompe lourdement. J'ai eu à ce moment-là un ensemble de privilèges qui font que j'ai trouvé cet appartement. Et donc, quand on les a, ces privilèges, c'est pas toujours facile de les admettre, et d'admettre que, éventuellement, c'est peut-être pas vous qu'on va aider en premier. Parce qu'effectivement, de toute façon, vous vous en sortez. Bon, le fait est, cette situation, elle n'est pas très satisfaisante, parce qu'on est dépendant du fait qu'on donne des caisses. Mais vous comprenez bien que le problème, c'est pas le fait d'avoir ou de pas avoir de caisse. Le problème, c'est le mur. Ça, c'est l'égalité. C'est enlever le mur. Et là, peu importe d'avoir des caisses ou pas. C'est-à-dire que ces 3 enfants, ils ne sont pas structurellement inégaux. Ils sont dans une situation qui les rend inégaux, ce mur. Vous enlevez le mur, bah vous avez fait de l'égalité durable. Vous n'avez plus besoin de caisse. Bon, ce mur, c'est la censure sociale dont je vous parlais précédemment. C'est ces multiples signaux qui arrivent continuellement sur les filles en leur disant que le numérique, c'est pas leur place, et qui arrivent sur les garçons en leur disant que le numérique, c'est pas la place des filles, mais la leur. Alors évidemment, pour enlever le mur, il va falloir faire une petite révolution, ça va pas être si simple. Mais ce que je vais vous montrer, c'est qu'à différents niveaux, on peut enlever son mur, enfin le mur qui est à au niveau de notre institution, de notre entreprise, etc. C'est là que j'en arrive aux bonnes pratiques et aux pratiques qui ne marchent pas pour de vrai. Les 3 stratégies les plus fréquemment mises en avant, je peux vous en parler, hein, ça fait 20 ans que je travaille là-dessus, j'ai raté un certain nombre de trucs. Ou alors j'ai fait un certain nombre de choses où je pensais que je faisais des choses qui servaient, et en fait je me donnais bonne conscience à moi, à l'institut qui m'engageait. Oh, on faisait pas forcément de mal, hein, mais on faisait un peu rien. Ou alors des fois on confortait l'idée qu'il n'y avait rien à faire parce qu'on avait fait tout ce qu'on avait pu. Non, on avait fait des choses, on n'avait pas fait des choses efficaces. On a eu l'impression qu'on avait fait. Parfois, quand on se dit « ouais, je fais ça, peut-être ça marche pas très bien, mais c'est mieux que rien », c'est pas sûr. Parce que quand ça ne marche pas, ça a tendance à vous amener vers la résignation, et là, vous avez des gens qui viennent vous dire « mais on a fait tout ce qu'on a pu ». Sûr ? Alors, les stratégies les plus souvent mises en avant, ou les discours qu'on entend beaucoup. Le premier, c'est important d'agir le plus tôt possible dès l'école primaire, car les stéréotypes ne sont pas encore ancrés et donc on travaille pour l'avenir. Ben, vous avez vu déjà tout à l'heure avec l'expérience des enfants très très intelligents, ouais, les stéréotypes, les enfants sont tout aussi compétents que vous, très tôt, dès 5 ans, 6 ans, 7 ans, ils sont très très compétents en stéréotypes. Et par ailleurs, alors, attendez, je reviens là-dessus tout à l'heure. Deuxième chose qu'on a tendance à dire, c'est les rôles modèles. Les modèles d'identification positive sont une stratégie efficace. Vous allez voir ce que j'en pense. Et la troisième chose, c'est qu'il faut déconstruire les stéréotypes, ils sont la cause des inégalités. Donc sur le premier point, c'est de la pensée magique. C'est-à-dire, imaginez que si on déstéréotypise les petits, ils vont nous générer une société égalitaire, ce serait beau, hein? C'est quand même mettre beaucoup de responsabilités sur leurs épaules. C'est comme pour le climat où on dit oui, la jeune génération, elle est sensible, ils vont produire un monde qui aura pris conscience de la transition climatique, qui aura pris conscience de l'effondrement climatique, tout seul. Et ils vont s'en sortir tout seuls. C'est-à-dire là, c'est pareil. Bien sûr qu'on peut travailler sur les stéréotypes avec les petits, mais comme on les élève dans un monde rempli de ces représentations stéréotypées, rempli de ces hiérarchies, eh bien évidemment, non seulement on n'est que très partiellement crédible, mais en plus on met sur leurs épaules une responsabilité bien plus importante. On va dire aux enfants, les métiers n'ont pas de sexe. Ok, ils nous écoutent, hein, parce qu'ils sont polis, mais quand ils regardent autour d'eux, ils voient bien que c'est pas vrai. Alors ils vous tiennent des discours très très bien. Hein. Les métiers n'ont pas de sexe, les garçons et les filles peuvent faire ce qu'ils veulent. Ouais, mais moi quand même, ça j'aime pas. Ou moi quand même, ça je vais pas le faire. Donc je dis pas qu'il faut pas travailler à l'école, hein. Loin de moi cette idée, en plus je suis en sciences de l'éducation. Mais penser qu'il suffit de mettre l'accent sur le primaire, c'est de la pensée magique. Les rôles modèles. Alors j'ai fait de la revue de littérature. Il n'y a aucune preuve scientifique qu'une action avec les rôles modèles seuls fonctionne.
intégré à un ensemble d'actions, je ne dis pas, je dis pas que c'est complètement inutile ou inefficace. Mais par exemple, vous mettez des panneaux avec des femmes scientifiques de renom dans votre université ou dans votre entreprise, bah, vous avez décoré. Ça ne va pas suffire. En plus, il y a certains rôles modèles, ça ne marche pas du tout, ce n'est pas des rôles modèles. C'est-à-dire, il ne faut pas confondre remettre les femmes à leur place dans l'histoire de la science qui les a oubliées et utiliser des modèles inspirants pour les jeunes filles. Par exemple, Marie Curie. C'est bien la personne qu'on me cite sans arrêt. La preuve qu'on peut avoir des femmes en sciences, il y avait Marie Curie. Marie Curie, 2 prix Nobel. Waouh! Une jeune fille de 14-15 ans, vous lui dites « Non, mais tu peux faire de la physique. » D'ailleurs, il y a Marie Curie, 2 prix Nobel. Alors déjà, on lui parle d'une femme morte il y a longtemps, compliqué de se projeter dans Marie Curie. Et en plus, on est en train de lui dire quoi? Marie Curie, l'exception qui confirme la règle. Il y a des femmes en sciences, mais si elles sont ultra brillantes, 2 prix Nobel ou rien. Alors, je suis d'accord, pour les garçons, Einstein, ça ne marche pas non plus. Mais il n'y a pas que Einstein. C'est-à-dire les garçons ont foule de représentations entre eux et Einstein. Et les filles, elles ont souvent des exceptions qui confirment la règle qu'il n'y a pas de femmes. Il faut se méfier avec cette histoire de rôle modèle, c'est qu'un certain nombre d'entreprises ou d'institutions sont super fortes pour trouver des rôles modèles extérieurs ou décédés et oublient de regarder chez elles s'il n'y aurait pas des femmes sous le plafond de verre qui adoreraient qu'on se préoccupe un peu de leur carrière, voire pour devenir rôle modèle. Finalement, les rôles modèles, ça marche dans quel cas? Dans quel cas ça a été mesuré? Ça a été mesuré avec des filles qui ont déjà envie de faire de la science. Ça les conforte, ça les inspire, ça leur donne du courage, ça leur donne envie, mais ce sont des futures scientifiques, elles ont déjà fait ce choix et il faut les soutenir. Alors, c'est pour ça que ça ne sert pas du tout à rien, mais ça ne permet pas de faire naître une vocation ou une idée de devenir scientifique. Et ce soutien-là, une expérience a été mesurée dans les lycées parisiens avec une présentation faite dans les classes avec des femmes rôle modèles. Ce qui marche le mieux, le plus important à contrôler, c'est la date à laquelle vous le faites. C'est-à-dire qu'il faut le faire au moment où les personnes se posent des questions d'orientation, au moment où elles s'angoissent, où elles se demandent où elles vont aller. Là, vous avez de l'impact. En avant, en amont, très en amont, pour installer impact nul. Vous le faites à la bonne date, au bon moment, il y a un progrès de persévérance qui n'est pas énorme, de 10%, c'est déjà ça. Il faut déconstruire les stéréotypes, ils sont la cause des inégalités. Et bien là, il y a une inversion de la causalité. Ce n'est pas les stéréotypes qui sont la cause des inégalités, c'est les inégalités qui les génèrent. Alors je suis d'accord que c'est contre-intuitif quand je vous dis ça, mais je vais vous expliquer. Vous vous souvenez de cette époque de l'informatique où les femmes étaient majoritaires en programmation? Et à cette époque-là, on pensait que la programmation, c'était quelque chose de féminin. Dans les journaux, dans les magazines féminins, on pouvait lire que les femmes étaient mais vraiment faites pour la programmation parce que, déjà, ça se faisait avec un clavier, comme les machines à écrire. Donc, pas dépaysé. Ensuite, une recette de cuisine, c'est un algorithme. Alors, c'est pas faux. Donc, puisque les femmes savent suivre des recettes de cuisine, elles sauront faire des algorithmes. Peut-être celle un peu vite en besogne, mais surtout, l'argument, la cerise sur le gâteau, c'est qu'on disait que si une maîtresse de maison sait programmer un dîner, elle sait programmer un ordinateur. Il n'y a aucun lien, on est bien d'accord, ça n'a aucun sens. C'est ça ce qui est génial avec les stéréotypes, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir du sens pour les manipuler. Alors pourquoi on disait ça? Eh bien parce qu'il y avait une réalité sociale de femmes sous-payées dans la programmation et une demande de, entre guillemets, petite main de la programmation. Et donc, on essayait de générer l'idée que c'était naturel pour elles d'aller dans ces métiers. Mais à partir du moment où c'est devenu des métiers bien payés, avec des carrières, avec des diplômes à l'université, avec des bons salaires, soudain, non, la programmation, c'est de la logique, c'est du rapport à la machine, c'est des responsabilités. Non, les femmes, elles n'aiment pas, c'est normal. Donc vous voyez, c'est pas le stéréotype qui génère l'inégalité. Le stéréotype, il vient rationaliser un monde social inégalitaire en expliquant que, oui, c'est normal, c'est parce que. Et ensuite, ça se renforce. Puisqu'on a expliqué c'est normal, c'est parce que, ensuite, sur cette base-là,
eh ben, les filles et les garçons, les hommes et les femmes vont estimer que c'est pas leur domaine parce que c'est normal, etc. Mais vous comprenez bien qu'on va refabriquer des stéréotypes au fur et à mesure qu'on en a besoin tant qu'on n'a pas changé le monde social et qu'on n'en finira jamais d'arracher les mauvaises herbes en quelque sorte. Alors, même si je vous disais que cette autocensure des femmes était due à une censure sociale, de fait, puisque la censure sociale s'est appliquée, les filles et les femmes produisent des discours qui sont de l'ordre de l'autocensure. Soit c'est des discours du genre « j'y arriverai pas », sous-titre « on m'a tellement expliqué que c'était pas pour moi que je vais pas m'en sortir », soit objectivement, vu tous les obstacles qui vont être sur ma route, est-ce que c'est vraiment là que je pourrais me réaliser? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce qu'il vaut mieux que j'aille pas plutôt dans un domaine qui me reconnaîtra? Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'un certain nombre de mesures qui fonctionnent, mais comme je vous disais tout à l'heure, c'est des mesures d'équité, c'est pas des mesures durables. C'est-à-dire, bien sûr, ça aide et ça fonctionne, mais tant qu'on n'a pas abattu le mur, bah on a besoin d'apporter ce genre de caisse. Mais je dis, on est d'accord, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas abattu le mur, heureusement qu'il y a des associations, des organismes qui apportent ce genre de caisse. Et là, je laisse tomber. On en arrive à des mesures, cette fois, contre la censure sociale. En fait, j'ai découvert un certain nombre d'écoles qui étaient passées en très très peu de temps. Ce que je veux dire par là, alors 42 ça a pris plus de temps, mais à Trondheim ou à Carnegie Mellon, en 2-3 ans, parfois d'une année sur l'autre, à 15%, à 30%, puis 40%. L'école 42 Paris, qui est une école gratuite sans diplôme, sont maintenant paritaires. Des fois, on me dit, oui, ça va être long, c'est l'espace d'une génération, il va falloir du temps. Non, quelques années. Alors, comment on fait en quelques années? Je vous amène à Trondheim, en Norvège. Dans cette grosse université de technologie, 15% de filles, on suppose que c'est insupportable, et on met en place des mesures. Les mesures, elles ont toujours 3 dimensions. Intéresser, recruter, socialiser. Sinon, si on perd un wagon en route, on n'y arrive pas au bout. Alors, intéresser, c'est-à-dire intéresser le public des filles, publicité SMS, dépliants, sites web, des actions au lycée envers leurs enseignants et enseignantes, et une mise en évidence des perspectives de carrière. Recruter, ils ont fait un Women's Day, où ils ont accueilli exclusivement les femmes, les jeunes femmes qui voulaient, qui s'intéressaient à l'université. Pourquoi, à quoi ça sert de faire une journée non mixte? Ça leur permet de voir qu'elles ne sont pas ultra minoritaires. Parce que si vous avez 10% de femmes, 90% de garçons, d'hommes, les 10%, c'est pas forcément... 10%, c'est pas, elles peuvent être 30, 40, 50. Mais quand on est 10%, on a l'impression qu'on est noyé et qu'il n'y a pas de femmes. Si vous faites une journée avec que les femmes, alors certes, il n'y a pas foule, mais elles voient qu'elles ne sont pas uniques. Le sentiment de minorité est un peu battu en brèche. Et puis surtout, ils ont mis en place une politique de quotas assez maligne qui fonctionne de la façon suivante. Ils ont recruté la promo des élèves normalement, et les 30 places qui venaient ensuite, ils ont pris uniquement les femmes sur la liste d'attente, tout en veillant à ce qu'on reste au-dessus du niveau moyen du recrutement de l'université. Donc ils ont mécaniquement passé la promo à 30% de femmes, en allant chercher les 30 femmes qui venaient ensuite. Le sentiment de mixité, c'est 30%. Donc ils ont considérablement changé l'ambiance générale de la promo. Et puis c'est pas le tout de les recruter, il faut socialiser, c'est-à-dire ils ont recruté des femmes dans l'enseignement aussi pour être crédibles, ils ont mis en visibilité des réseaux de femmes d'entreprise, ils ont créé des laboratoires de travail non mixtes, justement pour que ce sentiment d'être ultra minoritaire disparaisse en pouvant se retrouver dans des endroits entre femmes. Et puis, ça c'était pas forcément l'idée la plus géniale, ils ont fait des activités de socialisation dites féminines ou s'adressant plutôt aux femmes. Ils ont repeint un peu la science en rose, quoi, en gros. Je vous emmène maintenant à Carnegie Mellon. Vous allez voir, il y a plein de choses en commun. Eux, ils n'ont pas mis en place un quota. Ils ont dit on va changer notre mode de recrutement. Ils se sont rendus compte que quand ils recrutaient, ils mettaient un accent démesuré sur les compétences techniques en amont.
Et tout bien pesé, ils se sont dit, mais on a 5 ans pour les former, ces jeunes, à la technique. Est-ce que c'est vraiment important de les recruter avec des compétences techniques préalables? Parce que honnêtement, c'est pas grand-chose. J'ai connecté ma box internet, j'ai fait une LAN party avec mes potes. Ça ne veut pas dire qu'ils vont devenir de bons ingénieurs. Peut-être qu'on pourrait mettre en avant d'autres compétences qui font partie des compétences d'un futur bon ingénieur et qui ne sont pas des compétences techniques. Et donc, ils ont mis en avant s'engager pour la communauté, voyager, avoir des compétences artistiques, avoir des compétences sportives, etc. Et ils ont recruté sur la base de ces critères. Alors après, évidemment, il faut en tenir compte. C'est-à-dire, ils ont recruté des gens qui n'avaient pas de compétences préalables en technique. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait des cours qui présupposaient une compétence préalable. Implicite. Vous voyez, tout le monde sait bien que. Mais non, tout le monde ne sait pas que. Et que dans ces cours-là, non seulement les femmes, mais aussi les populations racisées ou de milieux populaires avaient plus de mal. Parce que ce n'était pas dans leur culture commune passée ces connaissances numériques. Et donc, ils ont fait des groupes de niveaux, avec des niveaux 0, sans prérequis, pour pouvoir se retrouver finalement au même niveau que des personnes qui auraient eu un passé déjà dans le numérique. Ils ont fait des cours sur le genre. Alors pourquoi faire des cours sur le genre? Parce qu'il faut expliquer à tout le monde, aux garçons comme aux filles, que si on fait tous ces efforts pour inclure les filles, c'est pas parce que les filles sont des pauvres petites choses dont on a pitié. C'est parce qu'il y a une censure sociale continue qui les exclut et que garçons et filles font partie de ce succès d'intégration. Imaginez une école où il y a, c'est les écoles que je suis allée voir en Suisse, il y a 40 garçons et 2 filles en école supérieure d'informatique. 40 garçons, imaginez que sur ces 40 garçons, il y en a 35 qui sont sympas, ils sont contents qu'il y ait des filles, ils ne se posent pas vraiment la question, bref, ils sont plutôt cool. Et il y en a 5, ils sont toxiques, ils sont harcelants, ils sont machos, ils sont désagréables, ils font des plaisanteries sexuelles, etc. Elles sont 2 filles. C'est temps plein pour elles. Et les 35 garçons, là, ceux qui sont plutôt sympas, imaginez que chacun d'entre eux fasse, allez, une plaisanterie sexiste par mois. C'est rien. Bon, bah pour les défis, ça agit continue. C'est plus d'1 par jour. Donc c'est ça aussi qu'il faut raconter aux garçons et aux filles dans les écoles. Dans l'école 42, dont je vous parlais tout à l'heure, la directrice, elle a organisé des goûters sur le thème du genre pour les filles, pour leur demander c'est quoi vos problèmes, ou ce que vous anticipez comme problème en étant rare fille, voire seule fille, dans un environnement masculin, professionnel. Les garçons ont râlé. Vous vous souvenez de cette histoire de caisse? Ouais, pourquoi j'ai pas eu droit à une caisse, moi aussi? Donc les garçons ont râlé. Ouais, pourquoi nous, on n'a pas de café genre? Pas de problème. Elle a fait des cafés genre pour les garçons, et elle leur a dit, bon alors c'est quoi les problèmes que vous anticipez en tant qu'homme dans le numérique? Ben, il n'y en a pas. Non, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de café genre. Voilà. Donc il faut expliquer à tout le monde que c'est pas, on ne fait pas ça parce qu'on a pitié des filles. On fait ça parce qu'on pense que c'est absolument insupportable d'avoir une transition numérique avec 90% d'hommes blancs de milieux socio-professionnels favorisés et qu'un numérique de cette façon-là ne peut pas être inclusif. Alors, dans vos institutions, que ce soit une école ou une entreprise, si vous voulez changer les choses durablement, il faut essayer de trouver le mur et ensuite d'aller l'abattre. Trouver des indicateurs. Comptez. Vos effectifs, c'est comment? Mais qui est vraiment dans la tech? Et à quel niveau? Avec quel diplôme? Est-ce que les hommes et les femmes sont au même niveau avec les mêmes diplômes? C'est quoi les écarts de salaire? C'est quoi les temps pleins et les temps partiels? Les temps partiels sont-ils désirés? Comment les promotions se font? De manière individuelle, en allant négocier avec son boss? Bon, des fois, on s'aperçoit dans les entreprises, il y a des boss, ils ne donnent jamais de promotion aux femmes. Et ils n'en ont pas conscience du tout. Bien conscients, alors parfois ils en ont très 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 conscience, hein. Mais on renvoie en général les femmes à leurs propres compétences à gérer un chef. Ouais, bon, tu sais comment il est un peu macho. Non, c'est pas à elle de devoir le gérer. Comparer les CV. Dans mon université, il y a eu une comparaison de CV, ça a donné un résultat tellement traumatisant, ils ne l'ont pas publié. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte qu'à poste équivalent, il y avait des femmes qui étaient vraiment très 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 compétentes. Analysez votre communication interne et externe. Je me souviens être allée dans un salon d'entreprise qui cherchait à recruter, et il y avait une entreprise, son image, c'était
des joueurs de rugby portant un camarade en triomphe. Bah là, moi, en tant que fille, je le sens pas trop, quoi. Et ensuite, faut agir. Une fois que vous avez vu quels indicateurs fonctionnaient pas, trouver des solutions. Alors, selon les endroits où vous êtes, c'est pas les mêmes solutions. Donc, changez votre manière de recruter, tabler sur des secondes carrières, faire des filières passerelles pour permettre une reconversion, une évolution en interne, changer sa manière de gérer les carrières. Le congé de maternité, ça ne doit pas être vu comme un sale coup que l'employé vient faire à l'entreprise. C'est la vie. Regardez les promos, les salaires, comment ça se passe. Et surtout, osez les mesures qui déstabilisent. Parce que le tout venant, on l'a déjà essayé, on sait qu'il ne marche pas. Il va falloir essayer des trucs un tout petit peu plus osés, punchy, pas consensuels. Des fois, je vais voir des écoles qui me disent « Ah non, ce genre de truc, je ne peux pas le faire, c'est pas dans notre ADN. » Ok. Bah, vous voulez pas changer, vous voulez pas changer. Je veux dire, c'est pas un souci, on va se quitter bons amis. Enfin, si c'est sur fond public, on peut discuter un peu plus avant, mais ok. Mais ne prétendez pas que vous voulez changer si finalement vous voulez respecter l'ADN de votre école et absolument rien transformer du tout. Il suffira pas de battre des bras en disant « Allez les filles, venez, on est super cool ». Non, ça marche pas, il faut le prouver. Alors pourquoi il faut le prouver ? C'est pas un vrai graphique, mais ça exprime quand même bien ce que ça veut dire. Dans les métiers des numériques, 82% des personnes n'ont jamais eu de problème de sexisme et 18% sont des femmes. Oui, effectivement, la plupart des gens dans le numérique ne voient pas le problème, parce que les femmes sont ultra minoritaires. Les femmes décrochent bien plus souvent que les hommes des métiers, ne restent pas. Si on veut attirer les filles dans le numérique, que ce soit à l'école ou en entreprise, il faut en faire des safe space. Parce qu'on n'est pas masochiste, on n'est pas dingue, on sait très bien comment est l'ambiance. Et on sait très bien que le monde n'est pas fair-play. En médecine, c'est pas cool non plus, enfin qu'il y a des tas de domaines où c'est pas simple. Mais quand on est ultra minoritaire, c'est plus difficile. Donc la base de la base, avant de faire des rôles modèles, des actions incitatives, vérifiez que vous êtes vraiment dans une institution qui a banni, qui a une tolérance zéro envers les remarques sexistes ou sexuelles, envers les visuels sexistes ou sexuels. Alors on est d'accord, c'est pas si simple. Pourquoi les gens résistent? Pourquoi il y a des écoles qui me disent « c'est pas notre ADN de faire ça ?» Parce que changer son institution, c'est accepter de remettre en cause le système qui nous a choisis, qui a fait de nous des exceptions, qui nous a reconnus comme faisant partie des leurs. Est-ce qu'on est prêt à admettre que notre institution, une fois qu'on l'aura transformée, si ça se trouve, ne nous aurait pas recrutés? Quand je vais voir un amphi d'étudiantes en informatique, et que j'ai en gros devant moi 90% de garçons et 10% de filles, et que je dis, bon, si le jeu avait été fair-play, s'il n'y avait pas eu de censure sociale, vu qu'il n'y a pas de cerveau rose et pas de cerveau bleu, en gros, devant moi, je devrais avoir à peu près 50-50. C'est qui les 40% d'hommes qui sont là grâce à une discrimination positive continue en leur faveur? Si le jeu avait été fair-play, ces 40% ne seraient pas forcément là. Alors peut-être qu'ils seraient très heureux en sciences sociales ou en petite enfance. Mais le fait est, ils ne seraient pas forcément là. Moi-même, en tant que femme blanche avec une mère enseignante, ok, femme professeure, c'est pas hyper courant. Mais je ne me suis battue qu'avec des gens, on va dire, de même milieu social que moi. Par rapport aux hommes, j'ai dû me battre, mais certainement moins que par rapport à une femme racisée. Si mon institution avait été complètement fair-play, est-ce que je serais devenue une femme professeure? Alors effectivement, on ne peut pas faire peser sur la responsabilité des individus le fait de faire la place, parce que c'est compliqué pour tout le monde. C'est pour ça que ça doit être une politique institutionnelle à mettre en place et qu'elle vienne d'en haut. Et oui, peut-être que votre institution, au bout du compte, maintenant qu'elle est égalitaire, elle ne vous aurait pas choisi. Voilà, je vous remercie. Ça c'est ma page de pub si vous voulez voir ce que je fais quand je ne viens pas parler avec vous. Et je vous souhaite une bonne suite. Alors, merci Isabelle. Restez ici parce qu'on a encore 2 minutes si vous voulez répondre à une question ou deux du public. On a un petit 2 minutes. Est-ce que quelqu'un aurait une question pour Madame Collet?
Anybody? Commentaires, questions? Gênez-vous pas, il y a 2 micros, un à droite, un à gauche. Ah, je vois quelqu'un qui s'aventure à poser une question. Oui, super. Votre nom et votre question, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Audrey-Lise. Puis ma question, ça serait pourquoi on essaye sans cesse de contrôler le choix de carrière des jeunes filles, en fait? Mais on essaie sans cesse... Ah, j'ai plus de micro aussi. On essaie sans cesse de contrôler les choix de carrière des enfants. Qu'est-ce qu'ils veulent faire, les enfants? Genre, vous demandez aux petits garçons, aux petites filles, qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard? Les petits garçons, ils veulent faire quoi, à votre avis? Être pompier, policier, astronaute. Joueur de foot. Ah, Ou de hockey, peut-être, au Québec, j'en sais rien, mais voilà. oui. Voilà. OK. Voilà. Et les filles? Ballerine. Ah, vous n'êtes pas loin. Voilà. Princesse, actrice. Bon, princesse, c'est assez vertical, hein. Il n'y a pas beaucoup de place, mais voilà, c'est ça. Voilà. Mais ils vont pas le faire. Hein, on est d'accord. En fait, on contraint sans arrêt. Parce qu'on leur dit, ah ouais, alors, joueur de hockey, de foot, trouve un plan B. Princesse, ah, c'est pas si simple. Fais princesse, c'est encore pire, quoi. Voilà. Donc, on les influence sans arrêt. C'est-à-dire... Et puis, quand on dit, ah, cet élève, il faut l'orienter. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire qu'il ne va pas pouvoir faire ce qu'il avait envie de faire. Il va falloir qu'on lui explique qu'il n'a pas le niveau, les possibilités, les moyens. Donc, en fait, on les contraint sans arrêt. Le problème, c'est quand c'est la société qui vous contraint à l'insu de tout le monde. C'est-à-dire, cette censure sociale qui s'applique. Alors, sur les garçons qui ne vont pas en sciences sociales et sur les filles qui ne vont pas dans le numérique, ce n'est pas conscient, ce n'est pas des choix éclairés. On aimerait que nos choix soient éclairés, ouverts, autonomes. Mais ce n'est pas le cas. Donc en fait, c'est pas qu'on va contrôler les garçons et les filles, c'est qu'on va dire, ok, vous avez pensé à autre chose? Vous avez pensé à, j'irai parfait princesse, vous avez pensé à informatique? Non, parce qu'en plus, si ça se trouve, il y a du boulot, il y a des moyens et vous allez pouvoir changer le monde. Finalement, c'est ce que font les fées princesses, changer le monde. Absolument. Isabelle, merci beaucoup. Merci pour votre question. On applaudit encore une fois Isabelle Collet. Merci. Merci Isabelle. Merci, plaisir. Alors, merci d'avoir assisté à cette séance. Nous allons prendre une petite pause d'environ 15 minutes et nous allons continuer à jaser d'éducation et travail de demain. Encore une fois, je tiens à remercier nos partenaires, la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec. Sans eux, nous ne serons pas capables d'avoir un événement comme MTL Connect. Alors, bonne pause. On se retrouve dans 10-15 minutes. Merci.